Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT d'éducation. Tout de suite, le sommaire. En cette journée internationale de l'éducation, le Grand JT s'intéresse à l'essor de l'enseignement privé, privé hors contrat, privé sous contrat. Certains fustigent une école à deux vitesses, d'autres revendiquent le droit de ne pas mettre leurs enfants dans le public. Alors pourquoi un tel boom du privé? On en parle dans quelques minutes avec nos invités. Les enfants ont souvent beaucoup de questions et puis arrive l'adolescence où ils se tournent beaucoup moins vers leurs parents. Dans la seconde partie de cette émission, on vous parle d'une plateforme qui leur permet de se questionner en toute liberté. Enfin, vous retrouverez Malika Ménard dans Souviens d'écolier. Cette semaine, son invité est le chanteur Malo. Mais avant cela, on retrouve Guillaume Blanc pour l'actualité en bref. Bonjour Guillaume. Bonjour Virginie, bonjour à tous. Amélie Oudéa-Castéra de nouveau rattrapée par l'affaire Stanislas. Selon nos confrères de Mediapart, la ministre de l'Éducation nationale et son mari auraient inscrit leurs 3 enfants dans des classes non mixtes du collège. Oui, dans cet établissement, au sein de chaque niveau, au collège, on compte 5 classes de garçons, 3 de filles et 2 qui sont des classes mixtes, et ce depuis 1992. La ministre aurait donc décidé d'opter pour la tradition, une tradition qui se justifie sur le site internet de l'établissement. On peut lire qu'il y a un décalage de maturité entre les garçons et les filles à l'aube de l'adolescence. Autre point notable de ce règlement intérieur, selon Mediapart toujours, tout comportement de petits couples entre élèves est proscrit et le moindre contact est d'ailleurs interdit. Alors lors de la conférence de presse post-Conseil des ministres, la porte-parole Prisca Thévenot a donné des éléments de réponse sur ce sujet avec, je tiens à préciser, la validation d'Amélie Oudéa-Castéra. Écoutez. Je vais rectifier, et ça a toute son importance, ce n'est pas la non-mixité choisie par la ministre, mais par ses enfants. Alors vous pouvez me dire, oui, mais c'est pareil. Non, c'est pas pareil. Ces enfants ont effectivement fait le choix et ont demandé à être dans une classe non mixte, donc que de garçons. Ils l'ont fait simplement dans le cadre du collège, ce n'était pas le cas avant, ce n'était pas le cas après. Est-ce qu'elle aurait dû s'y opposer? Je ne sais pas. C'est facile de refaire l'histoire une fois qu'on a lu le livre, mais je tiens à préciser quand même cette nuance qui a quand même son sens. Par ailleurs, selon Mediapart, l'établissement favoriserait la discrimination des genres, puisque les règles vestimentaires pour les filles seraient plus strictes que celles des garçons. Les activités, les voyages scolaires seraient également séparés par sexe. Les garçons auraient droit à des olympiades sportives, tandis que les filles participeraient à des concours de cuisine ou encore des ateliers de yoga. Amélie Oudéa-Castéra, rappelons-le, est chargée de lutter contre les stéréotypes de genre à l'école. La polémique Stanislas au menu de la conférence de presse de Prisca Thévenot après le Conseil des ministres. Et la porte-parole a réaffirmé le soutien du gouvernement et de son Premier ministre envers donc Amélie Oudéa-Castéra. À l'origine, il y a une maladresse. Maintenant, est-ce qu'on s'arrête à cette maladresse ou on va au-delà? Parce qu'on aurait pu s'arrêter à cette maladresse parce qu'elle ne se serait pas excusée. Elle a présenté ses excuses et je pense qu'ici, tous en cohérence, on peut reconnaître qu'elle a eu le mérite de le faire. C'est très bien et elle devait le faire. Alors, il a également été question de Parcoursup. Rappelons que le fils aîné d'Amélie Oudéa-Castéra a profité d'un système de contournement de la plateforme selon Mediapart. Une information qui a été confirmée par Prisca Thévenot. Écoutez. Il y a effectivement eu un non-respect de Parcoursup sur l'établissement que vous avez cité. Le rapport a été suivi des faits très rapidement, et notamment sur cet endroit-là. Des réunions ont eu lieu avec le directeur diocésain pour qu'il puisse effectivement en informer le directeur de l'école en question. Et des rappels ont été faits, notamment par écrit, en début d'année, au moment de l'ouverture de la procédure Parcoursup. Donc oui, nous devons être attentifs, oui, nous continuerons à l'être. Et pour clôturer ce sujet, face aux députés hier, la porte-parole du gouvernement, donc Prisca Thévenot, a assuré que les ministres de l'Éducation et de l'Enseignement supérieur étaient en alerte après les révélations concernant l'établissement Stanislas. Un rapport, on le rappelle, de l'Inspection générale de l'Éducation nationale, publié donc la semaine dernière par Mediapart, faisait état de dérives, notamment homophobes. Le député de la France Insoumise, Paul Vannier, lors des questions au gouvernement à l'Assemblée, a dénoncé un établissement sous contrat avec l'État, financé sur des fonds publics qui ne respectent pas la liberté de conscience des élèves. En réponse, Prisca Thévenot a donc expliqué que suite à l'envoi de ce rapport qui concerne cet établissement, le 2 août dernier, plusieurs recommandations ont donc été émises et immédiatement mises en action. Elle s'en est pris plus globalement à la France Insoumise.
Je vous le dis, en réalité, votre sujet, ce n'est pas Stanislas. C'est que vous n'aimez pas dans sa globalité l'école privée. Vous n'aimez pas ces Françaises et ces Français qui ont choisi de mettre leurs enfants dans l'école privée. Vous êtes en train ici de faire une différence entre tous les enfants, ceux qui sont en école publique et en école privée. Alors qu'ensemble, ici, nous devrions être unis pour travailler à l'excellence pour nos enfants et pour notre République. Mais par ailleurs, vous nous donnez des grandes leçons de républicains. Appelez peut-être à commencer par les appliquer, c'est-à-dire vous porter une écharpe, appelez à respecter les règles que vous appelez à faire voter ici. L'occasion pour nous est bien évidemment de consacrer le débat qui va suivre à la question de l'enseignement privé, sous contrat, hors contrat et bien sûr de l'enseignement public. Suite des informations en Moselle, 2 anciens surveillants de collège mis en examen pour viol aggravé et agression sexuelle aggravée. Tous 2 sont également placés sous contrôle judiciaire. Les victimes, 2 collégiennes, élèves de 4e âgés de 14 ans. Les faits remontent à 2021 lorsque ces 2 hommes ont pris contact avec ces adolescentes sur Snapchat. Ils étaient dans le même établissement. Ils leur reproché d'avoir séduit les adolescentes, d'avoir abusé de leur position d'adultes pour obtenir des rapports sexuels. Les viols qui se sont tenus au domicile du surveillant, au début de simples jeux, entre guillemets, action-vérité, l'occasion de réclamer aux mineurs des petits baisers. Plus tard, l'une d'elles a estimé avoir été victime de 15 à 20 viols. Pour maître Xavier Yokoum, il est avocat de l'une des adolescentes. Ces jeunes filles n'étaient pas en mesure de donner leur consentement. Aujourd'hui, la loi prévoit que lorsque on est un adulte plus âgé de 5 ans qu'une mineure qui a moins de 15 ans, c'est forcément des relations sexuelles qui doivent être considérées comme étant des viols. Et on est typiquement dans ce cas de figure. Alors depuis, l'une de ces jeunes filles a fini de changer de collège. Elle souffre de stress post-traumatique. Le rectorat de l'académie de Nancy-Metz estime qu'il n'avait pas à porter plainte. Le principal du collège avait signalé les faits au procureur. Les 2 surveillants ne travaillent plus au sein de l'éducation nationale. Néanmoins, c'est insuffisant pour cet avocat qui dénonce le mépris des institutions alors que de nombreux scandales d'ordre sexuel font d'ailleurs la une. C'était au micro de France Inter. Ici, en province, une petite jeune fille de Wapi n'est pas considérée par l'institution scolaire, premièrement, et n'est pas considérée, deuxièmement, par la police lorsqu'elle va déposer plainte. Quelle que soit sa classe sociale d'origine, la parole d'une femme doit être prise en compte. Alors aujourd'hui, la jeune fille espère que la parole va se libérer, car il se pourrait que d'autres collégiennes aient subi de tels agissements. Sur un tout autre sujet, cette question, que devient l'argent de poche que vous donnez à vos enfants? L'entreprise PixPay, qui propose des cartes de paiement spéciales pour les 10-18 ans, a interrogé ses utilisateurs. Et le premier constat, c'est que l'alimentation est le premier poste de dépense pour les jeunes. Entre le restaurant, les fast-food ou encore les courses en grande surface, les choix sont nombreux. Ils représentent plus de 4 dépenses sur 10 pour ces adolescents français. Cela représente quand même en moyenne 97 € par mois de dépenses. Ensuite, le shopping également avec un usage de l'argent de poche qui est plus fort chez les filles que chez les garçons. Notez qu'un adolescent sur 3 paye aujourd'hui avec son smartphone. D'ailleurs, selon le dernier baromètre PixPay, l'an passé, le montant moyen d'argent de poche mensuel était de 36 €, un chiffre qui était d'ailleurs en hausse. Ce sont les pères qui donnent le plus par rapport aux mères. Et c'est en Corse où il y a plus de parents généreux, suivis par la région PACA ou encore Auvergne-Rhône-Alpes, tandis que les ados ont le moins d'argent de poche, c'est en Normandie. Terminons avec cette belle histoire. Ça se passe aux États-Unis. Grâce à la science, un enfant de 11 ans a entendu pour la première fois de sa vie des sons, effectivement, la voix de son père ou encore le vombrissement des voitures, les bruits de ciseaux lorsqu'il se coupe les cheveux. Ce garçon a bénéficié d'une thérapie génique inédite. Cette réussite, une première dans le pays, représente un espoir pour les patients du monde entier qui souffrent d'une perte d'audition causée par certaines mutations génétiques. Ça fait plus de 20 ans que les médecins et les chercheurs travaillent sur cette technique. Cela permet d'ouvrir aussi une utilisation future pour plus de 150 autres gènes responsables de la perte de l'audition chez l'enfant. Le garçon a tout simplement subi une intervention chirurgicale qui consistait à soulever son tympan puis injecter un virus inoffensif modifié qui produit des protéines qui, il lui manquait. D'autres études similaires avec des enfants sont d'ailleurs en cours, notamment aux États-Unis, en Chine ou encore en Europe, et certaines sont même sur le point de réussir. Merci Guillaume. L'enseignement privé sous contrat scolarise plus de 2 millions d'élèves, un chiffre en hausse tout comme celui des établissements hors contrat, pour qui les effectifs ont presque triplé en 10 ans. Alors comment expliquer ce succès, ces chiffres? Quelle part de financement public pour ces établissements? Public versus privé? Pourquoi est-ce un tabou politique? On en parle avec nos invités.
Pour en parler, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Rodrigo Arenas. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes un fidèle du Grand JT. Nous sommes ravis de vous recevoir, député NUPES. Et également Patrick Roux, bonjour. Ravi de vous recevoir sur le Grand JT. Eh bien, merci de me recevoir. Vous êtes président de la Fédération nationale de l'enseignement privé, qui représente l'enseignement privé indépendant, ce qu'on appelle le hors contrat. C'est bien ça aussi? C'est par défaut, puisque en 1959, quand le contrat a été créé, il devait y avoir à peu près 92 ou 93% d'étudiants qui n'allaient pas au-delà du baccalauréat. Et donc la notion de contrat n'a concerné, de par la volonté du législateur, que les étudiants primaires et secondaires. Maintenant, c'est un petit peu l'inverse. Il y a 72 ou 13% de nos établissements qui interviennent dans l'enseignement supérieur, lequel n'a pas droit au contrat. Donc, se définir par rapport à une chose à laquelle, de toute façon, on n'a pas accès, ça nous paraissait baroque. Donc, les partenaires sociaux, syndicats de salariés et fédérations patronales, ont décidé de modifier le nom de la convention collective qui s'appelle dorénavant, depuis 5 ou 6 ans, l'enseignement privé indépendant. Alors, indépendant financièrement, on n'a pas de subvention, et indépendant pédagogiquement. Alors, on va en parler justement, parce que, oulala, au cœur de la polémique visant la ministre de l'Éducation et des Sports, n'oublions pas Amélie Oudéa-Castéra, eh bien, les écoles privées sont montrées du doigt par certaines organisations syndicales, par beaucoup de confrères aussi, clairement, notamment par rapport au financement qui repose aux 3/4 sur de l'argent public. Alors, est-ce que ce ne seront pas davantage, c'est ma première question, vous avez peut-être hurlé, mais je l'assume, est-ce que ce n'est pas davantage des attaques vis-à-vis de Amélie Oudéa-Castéra, Rodrigo Arenas? Non, Oudéa-Castéra aujourd'hui incarne en fait une désinvolture absolue par rapport aux écoles publiques. Non, tout le monde le sait, elle a menti sur les raisons qui l'ont amenée à mettre ses enfants, et son enfant en l'occurrence, dans un établissement privé, en contrat avec l'État, qui n'est pas hors contrat, qui est l'établissement Stanislas, qui bénéficie de fonds publics assez conséquents d'ailleurs, de la ville de Paris, de la région, de l'État évidemment, parce que l'État paye les enseignants. Alors plus de la ville de Paris, parce qu'à priori... Alors, elle fait des mesures conservatoires, elle a suspendu le versement de sommes assez conséquentes, puisque les communes ont l'obligation de participer financièrement, notamment dans les élémentaires. Donc voilà, c'est surtout ça, ce procès qui lui est fait, le fait qu'elle ait incriminé une enseignante, qui d'ailleurs lui a donné tort dans le journal Libération, en disant que c'est parce qu'il y avait énormément d'absences non remplacées dans l'école où était son enfant, qui est l'école de la rue Littré, qui, comme chacun sait, est un quartier qui ne souffre pas cette situation qui existe de façon très structurelle dans notre pays, qui l'a incité à mettre ses enfants dans une école privée, confessionnelle, rigoriste, qui fait d'ailleurs l'objet d'un rapport commandé par le ministre Ndiaye, qui a été sur le bureau de Gabriel Attal, qui a annoncé hier par la voix de la porte-parole qu'il faisait l'objet d'un article 40 auprès du procureur pour ce qui était contenu dans ce rapport de l'Éducation nationale, et qui aujourd'hui est la pointe de l'iceberg de la façon dont le privé aujourd'hui déstructure l'offre publique et met le discrédit sur des établissements qui s'occupent de plus de 82% des élèves dans notre pays, à savoir l'école publique qui, rappelons-le, là, ce sont les seules écoles qui sont 100% laïques, et Stanislas le montre de la façon la plus claire possible. Alors vous venez de citer Pape Ndiaye, quand il a été ministre de l'Éducation, lui-même avait mis ses enfants dans une autre école privée. Pardon, à l'école alsacienne, pardon. Oui, à l'Alsacienne. Là où était Gabriel Attal. J'ai eu le sentiment, mais peut-être que je me trompe, que la polémique n'était pas si forte à son encontre. Alors, elle a été forte, et après tout, il a le droit de scolariser ses enfants, il le souhaite. La loi autorise. Donc la ministre actuelle aussi. La ministre actuelle aussi, d'ailleurs, c'est pas ce qui lui est reproché. Alors justement, j'aimerais bien qu'on soit clair sur ce point. Ce qui lui est reproché, c'est d'abord, d'avoir menti sur les raisons qui l'ont amené à mettre ses enfants, comme la loi l'autorise, dans une école privée. 2, que ça a permis de révéler aussi le fonctionnement de financement des écoles privées en contrat avec l'État, encore une fois. Et aussi, ça a mis en avant aussi un établissement comme d'autres qui contreviennent aux règles qui sont celles qui doivent être imputables aux établissements hors contrat, notamment sur les questions de sexisme aussi de genre qui ont été relevées. C'est ça qui lui est reproché, et ça montre qu'elle ne connaît pas du tout l'école publique de la République. Et ça pose un problème quand on est ministre. Je comprends votre point de vue. On va y venir, on va détailler tout ça. J'aimerais votre sentiment, Patrick Roux, justement sur cette polémique précisément à l'encontre de la ministre Amélie Oudéa-Castéra. En tant que président de la Fédération de l'enseignement privé, donc hors contrat, indépendant, je ne me suis pas senti très intéressé par cette polémique qui semblait fondée surtout sur des maladresses ou des propos excessifs. De manière générale, j'observe que l'enseignement privé sous contrat, l'enseignement privé hors contrat
et donc indépendant, et l'enseignement public doivent concourir à peu près au même objectif d'enseigner des enfants et de les conduire vers la réussite. C'est à peu près tout ce qui est intéressant. Ensuite, le fait que tel ministre, comme il y en a eu beaucoup, mettent leurs enfants dans le privé ou dans le public, ça correspond exactement à ce sont des hommes et des femmes comme les autres, les ministres. Oui, la problématique, c'est sur les mêmes chances de réussite. C'est des enfants. Non, c'est pas comme ça qu'on voit les choses. D'abord, je reprends une petite correction. Dans l'enseignement privé indépendant, 95% des écoles sont laïques, purement laïques. Il y a très peu d'enseignement religieux. Les écoles publiques étaient les 100% laïques, les seules. Complètement en tant que complète. Oui, je sais que vous avez des pédagogies différenciées, notamment. 95% sont laïques, donc c'est pas. Bon, donc c'est un choix qui correspond. C'est un choix qui correspond. Elles ont voulu rester en dehors de la. J'ai précisé que j'ai fait la différence entre les en contrat avec l'État et hors contrat avec l'État. Et vous avez raison, dans les écoles privées hors contrat avec l'État, souvent c'est pour des raisons pédagogiques. On voit d'ailleurs dans les hors contrat les écoles Montessori, Freinet, qui existent aussi dans les écoles publiques, mais dont elles se font une entité. C'est souvent parce que les enfants sont différents et que des enfants n'ont pas la même maturité. C'est pas parce qu'ils ont le même âge sur leur extrait de naissance qu'ils ont la même maturité. Et que dans certains cas, des enfants, d'ailleurs la grosse majorité des enfants, aussi bien dans le sous-contrat d'ailleurs que dans le hors-contrat, ce n'est qu'un passage. En général, ils y passent 2-3 ans, et puis quand ils sont remis, entre guillemets, quand l'horloge biologique est remise en adéquation avec leur horloge pédagogique, ils reviennent très souvent dans le secteur public. Alors, revenons sur la problématique, effectivement, qui se pose, dont on vient de parler ensemble tous les trois, et qui fait l'objet, justement, de ces polémiques diverses depuis plusieurs jours maintenant. C'est à la fois, effectivement, l'enseignement dispensé dans ces écoles, et aussi le financement. Le financement, j'aimerais qu'on puisse être clair par rapport à ces trois catégories. Financement, donc, école publique, financement, école privée sous contrat, financement privé hors contrat. Le privé hors contrat est indépendant. Quel est le financement ? Le privé indépendant, il est financé essentiellement par les familles. Mais comme les écoles sont soucieuses de rendre accessible, car je ne l'ai peut-être pas assez souligné, c'est souvent le recours à une école privée indépendante, donc dite hors contrat, est une obligation pour les parents, parce que c'est un enfant, ils ont un enfant qui n'est pas en situation de suivre correctement dans la pédagogie qui est proposée par une école publique ou même une école sous contrat. Donc c'est pas un choix souverain la plupart du temps. C'est très souvent, donc les établissements sont soucieux depuis des années de trouver d'autres sources de financement, parce que les parents ne sont pas tous aisés financièrement. Et donc il y a des bourses d'études, il y a des fondations, des prêts d'honneur. On essaye de rendre accessible, pas à tout le monde, parce que. Mais aucun financement public, pour être clair. Il n'y a pas de financement public, c'est interdit, c'est exclu. Il y a uniquement des financements privés qui sont soit majoritairement ceux de la famille, soit des mécènes, des entreprises, des institutions qui aident sur critères sociaux. Les revenus des parents sont pris en compte pour accorder une bourse d'études ou un prêt d'honneur. Voilà. Donc c'est du privé, c'est des financements autonomes. Le privé sous contrat, en revanche, lui, est financé en grande partie, je disais 3/4, ça c'est 73%, je crois, par l'État. Qu'est-ce qui pose problème aujourd'hui par rapport justement à un lycée qui fait la une de l'actualité, qui est en l'occurrence Stanislas, pour vous, Rodrigo Arenas? Il y a plusieurs sujets qui posent aujourd'hui problème. Sur le financement essentiellement, après on va parler effectivement du contenu des enseignements. Sur le financement, c'est qu'aujourd'hui, le privé en contrat avec l'État, mais en contrat aussi, se nourrit beaucoup sur le fait qu'on a construit cette idée que le public ne faisait plus son travail et qu'il ne permettait plus l'excellence, etc. D'abord, c'est faux. Si à CSP de parents égal, le public fait mieux que le privé. Ça, c'est incontestable. PISA le dit très clairement si on prend cet indice-là. Ensuite, il y a cette idée, la ministre a raison sur le sujet des absences de remplacés, mais ça ne la concernait pas elle. Il y a quoi ? Elle a fait appel au bon sentiment des familles. Moi, j'ai commencé en tant que parent d'élève sur ce sujet des absences de remplacés. C'était en Seine-Saint-Denis,
c'était structurel, où concrètement, quand vous alliez le matin, vous ne saviez pas si vous trouviez un enseignant devant la classe, et donc les enfants sont répartis. Dans ma circonscription, au moment où je vous parle, il y a un établissement dans lequel il y a une enseignante qui est absente depuis plusieurs semaines, où les enfants sont répartis dans les autres classes. Donc c'est toute cette idée que le public ne fait pas son travail qui nourrit précisément le privé. Donc aujourd'hui, la ministre, en faisant cela, elle a clairement réactivé la guerre scolaire et a posé la question du financement. C'est-à-dire que si on considère que le public n'a pas les moyens de faire son travail correctement, on peut se mettre d'accord là-dessus sur beaucoup de sujets, eh bien il faut privilégier l'argent public pour les écoles publiques. Et aujourd'hui, il y a un déséquilibre sur la façon dont ces écoles sont dotées, parce que les écoles privées en contrat avec l'État bénéficient des fonds publics, c'est vrai, mais ils bénéficient aussi de fonds privés. Et là, on a des équilibres qui se mettent en place, où vous avez des établissements privés qui sont mieux dotés que les établissements du même territoire, quand vous n'avez pas, y compris des élus locaux, qui ne créent pas les conditions pour avoir des écoles publiques comme sur toute la côte ouest de notre pays. Des établissements hors contrat d'ailleurs, je parle du réseau Espérance Banlieue en disant ça, qui a été une espérance énorme, y compris dans les banlieues. Il y en a certains qui ont dû fermer, comme celui de Montfermeil, parce que ce qui se faisait à l'intérieur n'était pas susceptible de répondre aux règles. Les établissements hors contrat ne sont pas hors règles, au contraire, ils répondent d'ailleurs à des règles très strictes, et quand ils sont contrôlés, ça peut être compliqué pour tout le monde. Donc vous voyez, tout ce financement-là existe, et tout le monde bénéficie de l'argent public. Il y a des établissements contrat ou hors contrat qui bénéficient par exemple des investissements des élus locaux pour les routes, pour les aménagements, pour les arrêts de bus, tout ça c'est de l'argent public aussi. Donc il n'y a pas ceux qui ne bénéficient de zéro argent public comme pour une entreprise en fait, et ceux qui n'en bénéficient pas. On pourrait imaginer en gros, c'est-à-dire de bénéficier dans les deux cas, pour tous les établissements en gros privés, sous contrat avec l'État et pour aussi les établissements publics, d'avoir une répartition générale qui ferait que tous les enfants aient les mêmes chances de réussite. Ce que je veux dire par là, c'est que en vous écoutant, l'argent dont ne bénéficie pas le public, en fait, dessert finalement les élèves. Il dessert le public très clairement. Et on le voit notamment quand on parle des créations de postes, on voit quand on parle des fermetures de classes. Sur Paris, par exemple, qui en France représente quelque chose de privilégié, et c'est une réalité sur beaucoup d'aspects, il y a 125 fermetures de postes qui sont prévues à la rentrée scolaire. Ça veut dire 125 fermetures de classes qui vont être prévues. Et donc on est, encore une fois, tout le monde dit que les enfants sont dans des risques psychosociaux. Vous en avez parlé tout à l'heure, c'est une raison de les mettre dans le privé aussi hors contrat. Eh bien, aujourd'hui, on est dans une situation où on va avoir des classes qui vont fermer et donc ne pas faire en sorte de garder ces petits effectifs comme on aurait pu l'imaginer. C'est ça les conséquences des choses, c'est les salaires qui n'augmentent pas. C'est les médecins scolaires, les psychologues scolaires qui ne sont pas là. Vous voyez, c'est tout ça. Et en vous disant tout ça, le public coûte plus cher que le privé. Vous voyez, on a le public coûte 8 000 € pour un élève, globalement en moyenne. Ouais. Pour le privé, c'est 6 000 € par an en moyenne. Donc vous voyez, c'est tout ça aujourd'hui qu'il convient de réinterroger, à la fois l'efficacité de l'argent public et en même temps le fait de mettre davantage dans le public parce qu'ils ont un accueil universel. Là où s'en sort le privé, c'est qu'il fait un tri sélectif à l'entrée. Il choisit les élèves. Et donc dans le cas de Stanislas, c'est ce que moi j'appelle l'héritocratie, c'est qu'on met que des gens en fait qui sont bien nés et qui mettent les enfants en réseau. C'est pas tellement l'excellence qui est recherchée. Parce que est-ce qu'il n'y a pas une question un peu hypocrite sur la situation aussi des collèges? C'est-à-dire que quand un collège comme Stanislas se trouve aussi dans un quartier qui effectivement est un quartier... Celui de l'école Littré d'ailleurs. Alors, effectivement, celui de l'école Littré, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il peut y avoir une répartition aussi des élèves en fonction des parents et en fonction des choix. Vous remettez en question l'école privée sous contrat ou pas? Sur la question que vous dites, c'est ce qu'a demandé Pape Ndiaye. Ouais. Le ministre Ndiaye avait demandé que les écoles privées contribuent à la carte scolaire. Résultat des courses, maintenant dans la presse ça commence à sortir. Moi je ne suis pas enquêteur, je laisserai le soin à ceux qui sont au courant de se prononcer, mais il semblerait que ce sont le privé qui ont eu la peau de Pape Ndiaye justement sur le fait de faire participer les écoles privées à la mixité sociale. Donc il y a cette réalité de l'entre-soi se manifeste aussi de cette façon-là. Voilà, c'est un peu ça le sujet. Une réaction par rapport à l'entre-soi justement, Patrick Roux. Je ne suis pas très bien placé en tant que représentant de l'enseignement privé qui est entièrement privé, autonome et à budget privé, pour reprendre des arguments de défense de l'enseignement privé sous contrat. Donc c'est en simple citoyen... C'est pas tant pour le défendre, c'est pour comprendre votre sentiment par rapport à ça. En simple citoyen et connaisseur un peu des problématiques de l'enseignement, parce que c'est... Donc par capillarité, on connaît un peu ce qui se passe. Mais l'essentiel du sujet, c'est quoi? C'est la liberté ou pas des parents de choisir
le mode d'éducation qui sera le plus adapté à leur enfant, dont on peut soupçonner que les parents soient les mieux placés pour savoir quelle est la psychologie de leur enfant et quels sont ses besoins. Bon. Ça, c'est une priorité. Si on accepte que ce soit une priorité, il faudrait effectivement donner, comme certains pays comme la Suède, il y a quelques années, ont décidé de faire une réforme très audacieuse, vu du point de vue de Paris, ça paraît très audacieux, de dire un enfant, il y a une subvention par élève qui peut être donnée à une école associative, à une école publique, à une école privée, commerciale ou pas, à une école organisée par une commune ou par une association familiale ou par une association de parents d'élèves ou par un syndicat professionnel. Et donc il y a tous les opérateurs pouvaient être libres de créer des écoles privées, de créer des écoles en tout cas, et de recevoir la même subvention, exactement la même. La seule différence, c'est que l'existence, ce qui est assez logique d'ailleurs, les écoles existence publiques n'allaient pas payer un loyer J'entends ce que vous dites, à la commune. Vous ne répondez pas à ma question. Ça remet tout le monde. Si, je réponds très bien. Sur l'entre-soi, sur la mixité c'est le choix. Non, si le choix était laissé à tous les parents, il n'y aurait pas d'entre-soi. Parce que ce qui fait un entre-soi, c'est que les parents aujourd'hui qui ont des revenus modestes ou faibles ne peuvent pas rentrer dans le club. Si tout le monde était traité à égalité, effectivement, il n'y aurait plus cet entre-soi qui est d'ordre financier. Il n'y aurait plus cette héritocratie. Donc ce serait c'est une solution qui est assez audacieuse, mais qui a été faite par un pays qui n'est pas réputé pour être particulièrement réactionnaire. La Suède, c'est une social-démocratie depuis très longtemps, même s'ils sont en monarchie, ils sont quand même sociodémocrates. C'est un point, mais est-ce qu'on est prêt à faire ça en France? On l'a fait, remarquez. Oui, mais d'ailleurs, vous le faites maintenant, parce qu'il y a Parcoursup et puis il y a Parcours privé. Pour l'apprentissage. C'est pas de l'entre-soi, Parcours privé, justement? Pour l'apprentissage, pour l'apprentissage, on l'a fait. Les acteurs privés ou publics sont payés de la même manière, c'est-à-dire un apprenti qui fait tel BTS ou tel Bac Pro ou tel Master sera coté par France Compétences ou par les professions, les branches professionnelles à X milliers d'euros, et que l'acteur soit public ou qu'il soit privé ou qu'il soit commercial ou associatif, peu importe, c'est la même chose. Et on a vu la réforme de l'apprentissage est passée de 300 000 apprentis à 1 million cette année, et ça a mis personne dans les rues. Et c'est une réforme dont à peu près 600 ou 700 000 jeunes ont profité. L'effet d'aubaine, il était pour les jeunes. Et là, il n'y a plus d'entre-soi, parce qu'ils sont tous égalité. Une réaction, Rodrigo Lanas? D'abord, c'est assez audacieux de comparer à la Suède, parce que la structuration urbaine de la Suède n'est pas celle de la France. Il y a une évidence, si on prend Paris, mais au-delà de ça, on n'a pas les mêmes conditions d'études, le même capital culturel des parents, le même réseau aussi pour les élèves quand on est dans le 5e arrondissement de Paris, quand on est dans le 14e ou quand on est en banlieue. Ce n'est pas une réalité. Donc et a fortiori en Dordogne. Pardon ? Et a fortiori en Dordogne. Vous avez raison, en Dordogne, il y a des différences profondes entre les chefs-lieux, les préfectures et la ruralité. Ce sont des réalités objectives. Donc l'école française, ce qui est intéressant ici, c'est qu'elle est très en lien avec l'histoire de la France. Et donc on ne peut pas faire comme si, d'ailleurs, les lois de 1905 sur la laïcité ne soient pas construites justement sur de mettre un terme au monopole des religieux sur l'école universelle de la République. C'est l'histoire de France qui a amené aux lois Savary, qui a amené aux lois Debré, qui a amené à la loi Carle sur la répartition juste, à l'époque, juste en tout cas, pour éviter la guerre scolaire, ce qu'on a appelé comme ça, qui s'apparente d'ailleurs, si on remonte plus loin, une sorte de guerre de religion sur le contrôle de ce qu'on enseigne aux enfants. Mais aujourd'hui, on est sur autre chose. On est sur une situation où vous avez dans des établissements la capacité de bénéficier de l'argent universel de l'impôt, qui choisissent les enfants en fonction non pas de leur capacité scolaire, de leur travail, de leur talent, mais en fonction de la naissance qu'ils ont. Et en cela, on revient à une forme de régulation en République d'une forme de monarchie éducative. Et c'est là où on contrevient au projet qu'est la France et qui est facteur. Vous avez d'autres pays, par exemple les États-Unis, et encore une fois, comparaison et pas raison, je ne compare pas les États-Unis à la France, mais vous avez des personnes qui sont milliardaires, qui se créent des établissements sur mesure, où il n'y a que des enfants de gens très riches, et qui font un chèque à la commune ou à l'institution qui gère le territoire, pour que les écoles qui sont pour les pauvres, en gros, bénéficient de moyens. Mais la condition, c'est qu'ils restent chez eux. Donc aujourd'hui, c'est ça qui est en train de se construire petit à petit et qui se met en place, et c'est d'autant plus valable là où, encore une fois, où des élus locaux font le choix de ne pas avoir d'école publique
République parce qu'ils considèrent encore que c'est, entre guillemets, dans l'inconscient culturel, l'école du diable. On en est encore là dans certains territoires. On a très peu de temps. Juste une réaction à parcours privé. Et après, on parlera, je dirais, des valeurs morales, justement, qui sont enseignées, notamment à Stanislas et dans certaines écoles privées sous contrat. Parcours privé. Alors, parcours privé, on est passé de, je disais tout à l'heure, qu'à peu près 5% d'étudiants en France étaient dans des écoles supérieures privées. On est maintenant à 26 ou 27 ou 28%, puisque les dernières statistiques datent toujours d'il y a à peu près un an ou deux. Donc, on n'est pas très rapide en France pour faire des statistiques. Mais l'offre devient beaucoup plus riche, beaucoup plus diverse, beaucoup plus foisonnante, et les parents avaient de plus en plus de mal à se retrouver. Donc, on a fait, je vous invite à aller le voir, c'est ouvert à toutes les écoles privées, qu'elles soient adhérentes ou pas de la fédération, qu'elles soient religieuses ou laïques, peu importe, qu'elles soient associatives ou commerciales, peu importe, ça ne nous intéresse pas. L'essentiel, c'est qu'elles soient des écoles privées indépendantes. Et on présente de manière mais peu importe leur projet homogène et identique, c'est aux parents d'apprécier, on présente leur projet éducatif de manière normée. Il n'y a pas de concurrence sur les couleurs ou sur c'est pas des sites internet, hein, c'est pas de la com, c'est de l'information. Et chacun présente avec le même espace, en fonction des formations, les conditions d'entrée, les prérequis pédagogiques, les validations. Est-ce qu'il y a un titre? Est-ce qu'il n'y en a pas? Est-ce qu'il y a un diplôme? Est-ce qu'il y a les montants des frais de scolarité, où ça renvoie directement sur le site de l'école? Donc c'est un site informatif et on explique également qu'est-ce que sont les labels, qu'est-ce que c'est qu'une école avec un visa, qu'est-ce que c'est qu'un master, qu'est-ce que c'est qu'un master, qu'est-ce que c'est qu'une école qui a une convention et qui a un visa de l'État par exemple, donc, parce que c'est très compliqué, ou les visas internationaux, EQUIS, CSB. Bon, donc c'est très informatif et ça permet aux enfants de se renseigner sur l'offre pédagogique dans la ville où ils veulent faire leurs études. Je rappelle qu'il y a 48% de la population en France qui vit dans des petites villes et non pas dans des métropoles. C'est beaucoup quand même, ça fait la moitié du pays, et qui vont fatalement être obligés de déménager pour aller suivre des études quelque part. On n'a plus que 2 minutes. J'aimerais juste qu'on aborde vraiment la question qui aussi fait débat, hein, donc on le disait par rapport à la polémique de Stanislas, mais privé sous contrat de manière générale, c'est l'enseignement dispensé, ou en tout cas les valeurs. Je rappelle que l'enseignement privé participe à l'apprentissage des savoirs et des valeurs de la République dans les mêmes conditions que l'enseignement public. Alors, est-ce que c'est vrai, en l'occurrence? Est-ce que c'est ce qui fait débat aujourd'hui par rapport au collège? Écoutez, pour ce qui concerne Stanislas, le rapport indique que non. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, d'ailleurs, c'est le choix de la ministre qui, dont tous les jours, on a un épisode nouveau dans, on dirait, une série Netflix, hein, tout ça. C'est qu'elle a fait le choix de Stanislas parce qu'elle voulait que ses enfants n'aillent pas dans des classes mixtes. Oui, ça, on est revenu là dans les années 50. 3 garçons dans l'école. Donc il y a un vrai sujet là-dessus parce que pour le coup, ce ne sont pas les valeurs de la République. Et on sort d'une séquence qui a pointé du doigt un certain nombre d'écoles privées qui ont dû fermer pour moins que ça. Donc il y a clairement aujourd'hui, en plus, ce sentiment qui est une réalité pour le coup, où il y a 2 poids 2 mesures en fonction qu'on est riche ou qu'on est puissant. Là, pour le coup, ceux qui ont été à l'école de la République et qui ont eu quelques lectures des Lumières, eh ben, ça rappelle des époques que nous pensions révolues et qui manifestement, avec Oudéa Castéra et ceux qui la soutiennent, eh ben, ne sont plus d'actualité. Guillaume Burn, dans le journal donc, du Grand JT, rappelait que les garçons auraient droit à des Olympiades sportives, tandis que les filles participeraient à des concours de cuisine ou aux ateliers de yoga. Donc on est vraiment dans la question du genre en plus qui est quand même très très marquée. C'est pour ça que je vais saisir demain normalement le procureur de la République parce que le rapport met clairement en avant, de mon point de vue, la question de harcèlement d'enfants, de discrimination, des choses qui sont contraires en fait aux obligations des écoles privées en contrat avec l'État mais aussi hors contrat avec l'État. Est-ce qu'on aurait mis en question aussi le financement du lycée Averroès près de Lille, qui est un lycée musulman? Écoutez, moi, je ne suis pas un juge, je suis député, mais en tout cas, en tout cas, ce que je vois, c'est qu'il va falloir faire toute la lumière sur cette histoire, parce qu'effectivement, il y a de nombreux journalistes qui aujourd'hui mettent cette situation du 2 poids 2 mesures, on appelle ça comme ça désormais, et que la République a ce devoir d'être juste, et il ne faudrait pas que dans un lycée ou dans un autre, ce soit l'implication du politique qui, en fait, prenne le pas sur la question de la justice. Les établissements ont des obligations légales, elles doivent s'y soumettre, et en l'occurrence, si dans le cas que vous citez, le lycée Averroès qui est à Lille a bénéficié d'un traitement spécial et beaucoup plus malveillant d'une certaine façon que Stanislas, oui, ça pose un vrai problème sur la laïcité, c'est-à-dire la séparation des églises et de l'État. Sachant que le lycée, je crois, est sous contrat Averroès, mais le collège est hors contrat Averroès, d'après ce que j'ai vu. J'ignore. Vous ignorez, d'accord. Ça fait partie de votre... C'est pas dans ma... dans les indépendants. C'est pas dans ma zone de compétence. Je crois simplement qu'on peut rappeler que les établissements qui sont subventionnés, la
contrepartie de la subvention, c'est de respecter certaines règles. Je crois que la quasi-totalité, l'immense majorité de ces établissements respectent ces règles, sans vouloir les défendre. Je crois que la Constitution, le Conseil constitutionnel a reconnu que ces établissements avaient la possibilité de compléter les enseignements publics par d'autres enseignements complémentaires. Pour un complément, c'est normal. Dans le cadre de la formule qui a été utilisée à l'époque par le Conseil constitutionnel, c'est conforme au caractère propre de l'établissement. C'est-à-dire qu'il y a un supplément. Oui, mais non, c'est un supplément d'âme. Et on peut pas. Moi, je ne critique pas une famille catholique de mettre ses enfants dans une école catholique et dans laquelle on pourra leur parler du petit Jésus et de la Sainte Vierge. En revanche, ce qui est choquant, ce qui est choquant, j'ai ma phrase. Ce qui serait choquant, c'est que des élèves qui n'ont pas du tout envie d'entendre parler du petit Jésus et de la Sainte Vierge, on les oblige à entendre ce sujet. Voilà, c'est une option qui permet aux établissements, parce que c'est pour ça que le contrat a été fait. Par la régie. On doit rendre. Vous avez des établissements, effectivement, on demande des lettres religieuses comme la confirmation, le baptême pour pouvoir entrer. Donc là, il y a un vrai sujet. Mais indépendamment de ça, pour régler la question, monsieur a raison de dire que la loi de 1905 et celles qui sont afférentes 2004, ça concerne les élèves, sur le fait de ne pas avoir de signes ostentatoires dans les établissements, c'est l'affaire de Creil. Mais la question qui se pose, c'est que effectivement, les parents ont le droit de mettre leurs enfants dans une école qui leur conviennent par rapport à l'orientation. La question qui se pose aujourd'hui, c'est que est-ce que l'argent public doit les financer? Ma réponse est non. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été sur ce plateau. Rodrigo Arenas, député de la NUPES, et aussi auteur de Passeurs de monde, député citoyen, paru aux éditions Montparnasse. Merci beaucoup à Patrick Roux d'avoir été avec nous, président de la Fédération nationale de l'enseignement privé. Merci à vous deux. Merci. Indépendant. Indépendant, attention. Enfin, ils sont quand même dépendants des financements. Non. On ne va pas recommencer. On marque une courte pause maintenant et c'est hors discussion, hors antenne. À tout de suite. De retour dans le grand JT d'éducation. Alors les ados se posent toujours énormément de questions. Il n'y a pas que les ados d'ailleurs, mais enfin bon, eux principalement. Certaines sont posées à leurs parents, mais d'autres sont tabous à leurs yeux et finalement on les comprend. Ces questions restent souvent sans réponse. La plateforme Première Fois permet justement aux jeunes de poser les questions qui les taraudent et on va en parler ensemble avec Louise Delavier. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur ce plateau. Vous êtes directrice des programmes pour En Avant Toutes. Alors En Avant Toutes, on adore. Si vous ne connaissez pas encore, allez jeter un œil. C'est vraiment absolument génial. Alors, à quoi ont accès justement ces fameux jeunes dont on parle? C'est un peu large, parce que Première Fois, c'est plus pour les 10-14, c'est ça? C'est ça. Mais en fait, c'est ouvert de manière assez large à tous les jeunes. À tous les jeunes. Qu'est-ce qu'on va y trouver? Alors, Première Fois, c'est parti d'un constat qui est que les jeunes ont parfois des questions qui sont compliquées à poser, qui peuvent être compliquées à poser à l'école, qui peuvent être compliquées à poser aux parents, et ont en même temps accès à beaucoup de contenu, et notamment sur Internet. Parfois, un peu tout et n'importe quoi. Internet, c'est très ouvert et donc il peut y avoir des réponses qui vont être pertinentes et d'autres qui le sont moins. Même angoissantes d'ailleurs. Ou même un peu angoissantes, tout à fait. Et donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a décidé de créer une plateforme. C'est déjà la démarche qu'on avait chez En Avant Toutes depuis longtemps, spécifiquement dédiée à ce public, donc aux 10-14 ans, pour pouvoir répondre à des questions qu'on se pose. Donc Première Fois, c'est drôle, souvent les gens nous interpellent en nous disant c'est pour les 10-14 ans. Première Fois, ça peut évoquer un petit peu la sexualité, etc. Mais en réalité, quand on rentre au collège, il y a beaucoup de premières fois qui se passent. La première fois, par exemple, au collège, la première fois dans des relations amicales, les premières questions qu'on peut se poser aussi sur le corps, les premières règles, par exemple. Voilà, c'est tout ça qu'on va trouver comme thématique sur ce site. Pour nous, c'était aussi l'occasion de pouvoir parler d'autres questions, de questions qui sont plus difficiles à aborder parce qu'elles peuvent être violentes. Je pense par exemple à la question des violences au sein de la famille et notamment de l'inceste, qui est une question qui peut arriver, qui est en réalité assez fréquente. Les rapports de la Civis nous le disent. Une personne sur 10 peut vivre de l'inceste dans la société. Donc du coup, nous, l'idée, c'était de pouvoir s'adresser spécifiquement à ce public pour pouvoir en parler en fait déjà dans l'adolescence, dans l'enfance.
Et donc, ce qui est intéressant, c'est que, peut-être que j'anticipe vos questions, mais sur cette plateforme, première fois, on a mis notre fameux chat, qui permet à ces jeunes de venir nous poser des questions, à nous qui sommes professionnels et qui sommes en capacité de leur répondre. Alors, l'avantage d'un chat à défaut de mail ou de réponses un peu plus longues, c'est que le chat, c'est immédiat. Ouais. Ça veut dire qu'on est effectivement dans un questionnement, on a besoin d'avoir une réponse tout de suite, et c'est ce qu'on va avoir grâce à ce chat. Qui, en fait, répond aux questions? Vous faites appel à des professionnels? Bien sûr, notre chat, donc, c'est une équipe qui est composée de professionnels qui vont être de champs différents. Moi, j'essaye d'avoir, en tant que directrice des programmes, une équipe qui est multidisciplinaire pour pouvoir résoudre un petit peu toutes les situations. Donc, on va avoir des professionnels qui vont être du social, par exemple des éducateurs, des éducatrices spécialisées, des professionnels psychologues, et puis des personnes qui vont être aussi du champ un petit peu des études sociales, qui connaissent la sociologie, etc. On a aussi une juriste, ce qui nous permet en fait de pouvoir répondre en fait à toutes les questions qui peuvent arriver, et il faut dire qu'elles sont assez diverses. Mais donc en permanence, ils sont connectés de manière à pouvoir répondre justement? De 10h à minuit, voilà, du lundi au jeudi, et de 10h à 21h les vendredis et samedis. Donc c'est quand même des plages horaires qui sont assez étendues et qui conviennent à des jeunes notamment qui vont à l'école et qui peuvent en avoir besoin notamment le soir. Vous faisiez allusion à ces jeunes qui subissent des violences très très graves, notamment de l'inceste. On parle d'inceste, mais il y a aussi les violences sexuelles, les agressions, enfin tout type de violence aussi, type harcèlement, qui est malheureusement extrêmement fréquent. Qu'est-ce que vous faites quand un jeune justement vous parle de ça? Eh bien d'abord on écoute, c'est une première chose. C'est des jeunes où souvent la parole est très verrouillée parce que c'est pas facile. Quand on vit ces violences, que ça soit des violences sexuelles, mais aussi du harcèlement, généralement on se sent très coupable, donc on n'ose pas le dire. La parole se verrouille. On n'ose pas le dire parce qu'on a peur que les adultes nous grondent, parce qu'on a peur de parfois mettre le bazar dans sa famille quand ce sont des violences qui se passent à ce niveau-là. Donc la première chose qu'on fait, c'est qu'on écoute. On écoute, mais comme on vous l'a dit, on l'écoute à l'écrit. Donc c'est aussi quelque chose qui est très utile parce que quand l'émotion elle est trop forte, c'est pas toujours facile de prendre son téléphone, d'appeler. En plus, vous connaissez les jeunes n'appellent pas au téléphone, ne répondent jamais. Je sais pas si vous avez des ados autour de vous, mais ils ne décrochent pas le téléphone, voilà. Mais par contre, l'écrit, ça leur permet de se confier tout en pouvant gérer un petit peu mieux l'émotion. Il y en a qui nous disent qu'ils pleurent, par exemple, mais qui oseraient pas forcément pleurer devant nous. Voilà, donc ça, c'est une chose qui est importante. Donc on écoute et ensuite on fait le point sur la situation, notamment pour évaluer le niveau de danger. Donc par exemple, si jamais les violences elles se passent à la maison ou pas à la maison, c'est pas pareil. On essaie de voir un petit peu les ressources qu'il y a autour d'eux. Par exemple, un jeune qu'on a déjà parlé à un adulte de son entourage, c'est pas pareil qu'un jeune qui n'ose pas en parler. Donc voilà, nous on fait ce petit diagnostic et ensuite on l'aide à trouver une solution, soit une personne de son entourage qui peut l'accompagner. Parfois, ils n'ont pas pensé. Parfois, on dit, mais est-ce que ta sœur, elle est majeure? Est-ce qu'elle ne peut pas t'accompagner, par exemple, sur ce truc-là? Ils font, ah bah oui, c'est vrai. Ou alors, d'autres professionnels de leur entourage, par exemple, des professionnels de l'école. L'infirmière, la psychologue, ça, c'est des adultes qui sont tout à fait ressources. Ou bien, on peut, nous aussi, agir et donc, potentiellement, faire des signalements, les mettre en lien avec le 119, alerter les services sociaux. Oui, voilà, c'est ça. Parce qu'effectivement, quand un jeune se confie, souvent, il vous dit la première chose, c'est surtout ne le répétez pas. Tout à fait. Ne le dites pas. Tout à fait. Et donc, en fait, vouloir effectivement partager, vouloir avoir des réponses, quand il s'agit de faits justement très graves, comme ceux qu'on vient d'évoquer, eh bien, forcément, la question du signalement se pose. Bien sûr. Alors, vous êtes dans une position compliquée. Comment faire? Est-ce que ce qui est écrit, du coup, peut aussi être récupéré pour un avocat, un juge ou autre? Comment ça se passe? Alors, oui, ça pourrait être possible, tout à fait. Nous, de toute façon, quand on a connaissance de faits graves comme ça, on a l'obligation légale de signaler, et nous le faisons. Et notre travail va être en fait aussi de faire de la pédagogie auprès du jeune, parce que souvent les jeunes veulent sortir de cette situation. Et la manière de sortir de cette situation, même s'ils n'en ont pas envie, c'est aussi d'en parler, c'est aussi que finalement tout ce qui constitue le secret puisse être levé. Et en fait, quand on explique à un jeune un petit peu ce qui va se passer, que et ben voilà, si nous on signale, c'est pas forcément papa qui va en prison, il y a 1000 étapes entre le signalement et papa qui va en prison. Ça peut être également voilà, il y a un éducateur qui va venir chez toi, qui va peut-être parler avec tes parents, qui va voir s'il n'y a pas des mesures qui sont à mettre en place. Enfin, on fait aussi cet effort de pédagogie qui est finalement accessible à pas beaucoup d'autres endroits pour les aider en fait aussi à obtenir leur adhésion dans le processus de signalement, ce qui pour nous est très important, et aussi pour obtenir des infos. Parce que nous, on a besoin qu'ils nous disent un petit peu comment ils s'appellent, où ils habitent, etc. pour pouvoir signaler. Parfois, on peut recouper les infos autrement, mais voilà. Donc nous, tout notre travail, c'est ça. Sur votre plateforme, vous avez aussi 2 tests disponibles. Ouais.
Qu'est-ce qu'on va retrouver dans ces tests ? Eh ben, alors c'est très intéressant parce que ces tests, ils s'adressent pas, on va dire uniquement aux enfants qu'on pourrait qualifier de victimes. Aujourd'hui, quand on est enfant au collège, on n'est pas forcément harcelé ou harceleur. On sait qu'on peut être un peu des deux et que les enfants sont aussi des adultes en construction et qui peuvent se retrouver à tous les endroits. Donc, il y a un test, par exemple, qui est ma personnalité au collège et qui va constituer à avoir un petit peu à travailler des questions comme, par exemple, la pression de groupe. Voilà, si quelqu'un fait tomber son plateau à la cantine, comment je réagis ? Est-ce que je l'aide ? Est-ce que je suis spectateur ou spectatrice ? Est-ce que, au contraire, je ris de lui ? Et puis, qu'est-ce que ça veut dire derrière ? Et nous, ce qu'on fait, c'est qu'on traite ces questions sans jugement, sans condamnation, sans posture trop surplombante, mais au contraire, on essaie de se mettre à niveau des élèves pour les aider à réfléchir vraiment en toute bienveillance à pourquoi des fois on a envie de partager une rumeur, qu'est-ce que ça nous provoque à nous, quelle place sociale ça nous donne dans le collège, vraiment dans une perspective un petit peu d'éducation populaire pour les aider à faire le point sur leur comportement. Vous le disiez, c'est une plateforme sans tabou. Est-ce qu'il y a vraiment des jeunes, des élèves de 10-14 ans qui vont vous poser des questions totalement folles, totalement absurdes auxquelles vous n'aurez pas pensé ? Ou est-ce que finalement, ça reste quand même assez classique ? Ça reste assez classique et ça reste des très très grandes questions en fait. C'est ça qui est très joli. C'est que ça, quand on est grand, ça peut sembler des petites questions, mais nous, on a des jeunes qui viennent nous parler de leur orientation sexuelle, par exemple, qui sont déjà en train de se poser des questions, ou même de leur identité de genre, ou bien de leurs amitiés. Et c'est des choses que nous, on voit avec beaucoup de tendresse, mais qui sont tellement, tellement, tellement importantes à cet âge-là. On peut avoir un petit peu de tout. C'est vrai que rien n'est très farfelu. Nous, on voit en prévention, on a parfois des questions qui montrent qu'il y a des sujets qui nécessitent encore d'être vraiment abordés. Je pense par exemple à des questions relatives à la puberté. Nous, on voit parfois en 5e, en 4e, il y a des garçons qui ne savent pas du tout encore ce que c'est les règles, par exemple. Et quand on commence à leur en parler, on voit qu'on a ouvert tout un monde dans leur esprit qu'ils n'imaginaient même pas. Et donc, nous, l'idée, c'est vraiment de passer par le numérique pour en fait ouvrir ces sujets tout simplement. Et après, les jeunes s'en emparent à leur rythme et avec toujours cette possibilité d'aller poser d'autres questions via le chat s'ils et elles le souhaitent. Merci beaucoup. Merci Louise Delavier d'avoir été avec nous pour nous parler justement de cette plateforme qui s'appelle Première Fois. Donc on peut retrouver évidemment sur Internet et puis d'aller voir le site En Avant Toutes qui est un site très très utile. Merci d'avoir été avec nous. Vous êtes directrice des programmes pour En Avant Toutes. Merci. On va retrouver Malika Ménard dans Souvenir d'écolier et cette semaine son invité est le chanteur Malo. Est-ce que tu étais un bon élève en France ou en Australie ? J'étais un meilleur élève en Australie qu'en France. C'est vrai ? Ouais. Comment tu l'expliques ? Parce que le système était un peu différent en Australie. La manière pédagogique est différente. Déjà, les professeurs en Australie, on les appelle par leur prénom. Il y a une vraie proximité. On est tous sur un même niveau, je trouve. Le professeur est là pour partager sa passion, son savoir-faire. Et il y a beaucoup d'amour, en fait, et j'ai l'impression qu'aussi la manière éducative est plus libre là-bas. En fait, les professeurs ont suffisamment d'espace pour pouvoir faire leur méthode, appliquer leur méthode, en fait, et pas des méthodes qui sont déjà inscrites. Enfin, en France, je trouve que les professeurs suivent plutôt une directive qu'on leur impose, j'ai l'impression, sans vraiment être libres de pouvoir faire apprendre, communiquer en tout cas à leur manière certaines choses. Donc en France, il y avait des matières qui me plaisaient évidemment beaucoup, donc j'étais impliqué, et d'autres matières où je sentais que c'était un peu plus codifié, même au niveau du professeur, il appliquait à la lettre ce qu'on lui demandait un petit peu de faire. J'avais l'impression en tout cas. Donc j'étais moins intéressé. Mais en Australie, c'était différent. Est-ce que tu as un souvenir précis d'un moment comme ça à l'école qui te revient, une anecdote En France, une anecdote, je dirais la musique, parce qu'en France, il y a les flûtes, Maped, là. Aïe, 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 c'était terriblement dur. Et j'étais très content parce que quand je suis arrivé en Australie, il n'y avait pas ça. Mais la musique en Australie, c'était plus tu prends une guitare ou tu prends. Ah non, nous, c'est la flûte à bec. Ouais, la flûte à bec, ça m'a traumatisé un peu quand même. Je me souviens quand tout le monde. C'était dans quel collège ? J'étais au collège Pasteur, à Caen. D'accord. Mais quand tout le monde faisait la flûte à bec, là, c'était une espèce de fausse symphonie, c'était absolument horrible, quoi.
C'est vrai que c'est une autre époque. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain pour la suite de Souvenirs d'écoliers, toujours en compagnie de Malo. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. S'il y a un conseil qui vaut en général, il tient à la posture des enseignantes ou des enseignants, et on le retrouve dans une citation de Charles Gardou. Il faut que l'élève se sente exister. Cela passe, je le cite, par le plus petit signe de considération, le moindre soupçon d'estime, les petits, rien du tout. Cette question de la posture, cette question, alors là, pour le coup, du regard, qui n'est pas forcément un regard qui observe, mais qui est un regard qui considère, ça s'apprend. C'est des choses dont vous parlez à l'INSPE, puisque vous êtes formateur d'enseignants à Douai. Mais Charles Gardou, c'est un spécialiste de l'inclusion pour moi. C'est une figure de l'inclusion et il le dit tellement bien. Et effectivement, nous, à l'INSPE, ce qu'on essaye, c'est essayer de faire passer nos étudiants d'une observation, d'une écoute intuitive. Et ça, on l'a tous. On sait tous observer, écouter intuitivement et interpréter ce qui se passe, à une observation et une écoute professionnalisée. Et il ne vous échappera pas que le titre de ce dossier, c'est Observer, écouter les élèves. Donc, on peut devenir un spécialiste de l'observation et de l'écoute dans plein de métiers de l'humain, dans lesquels on doit apprendre ça et se former à ça. Mais nous, c'est les élèves. Et donc, derrière, il y a des cadres d'analyse pour essayer justement de se mettre à distance de soi et puis être dans une spontanéité, vous voyez, qui souvent nous enlise parce qu'on se prend soi-même comme cadre de référence. Ces grands défis, justement, Olivier, quels sont-ils, notamment en matière d'éducation à l'international ? Un premier défi, c'est peut-être celui de l'avenir des enfants du monde et de la jeunesse. En février 2020, juste après le premier festival et juste après la première journée mondiale de l'éducation, un rapport a été publié par l'OMS et l'UNICEF qui se posait cette question, quel avenir pour les enfants du monde ? Et là, le tour du monde qui est fait montre un ensemble de crises de santé mentale, de confrontation aux addictions, mais des addictions numériques qui sont des nouvelles formes d'addiction, les enjeux d'exposition au changement climatique qui vont toucher directement des parties entières de la planète, mais aussi à des modes de consommation abusifs qui créent des besoins qui n'ont pas vraiment. Ça peut déclencher l'obésité dans certains pays. Donc, en fait, c'est un ensemble de situations pour les enfants qui sont terribles. Et du coup, l'éducation, c'est le levier, ou un des grands leviers, il n'est pas le seul, pour essayer de répondre à cet avenir de nos jeunes générations. Et là, les grands défis que l'on voit, on travaille beaucoup sur les Learning Transitions en anglais. Et je le fais en anglais parce que ces transitions, c'est les grands enjeux de la transition environnementale. La COP a dit que même c'était pas des transitions, c'est vraiment des enjeux beaucoup plus lourds que ça, les transformations. On a aussi des enjeux avec le numérique et l'émergence ces derniers temps de l'IA générative qui bouleverse radicalement les perspectives sur l'emploi. C'est quelque chose qui va faire... Et sur aussi l'accès à l'éducation ou à la formation dans le monde avec le côté digital divide. Donc là, c'est des grands enjeux. Il y a beaucoup d'enjeux sociétaux. Je vais en prendre un aussi, c'est peut-être sur cette année, il y a énormément de démocratie dans lesquelles il va y avoir des nouvelles élections. Et on voit bien un texte incroyable de Giuliano d'Ampoli qui a eu le prix Goncourt l'année dernière pour l'hommage du Kremlin, mais qui a aussi écrit Les ingénieurs du chaos. Et on voit comment on peut manipuler les opinions et donner des fausses informations. Et donc ces enjeux sur la vie de la démocratie, ça fait donc des enjeux environnementaux, sociétaux, aussi de justice sociale et des enjeux liés au numérique. L'ensemble de ces transitions-là, je pense qu'aucun système éducatif au monde aujourd'hui n'est au niveau, on n'a pas à rougir dans un pays ou à l'autre, pour faire face à l'ampleur de ces transformations et de ces complexités. Donc tout l'enjeu, c'est comment est-ce qu'on prépare les jeunes générations, et les adultes d'ailleurs, comment est-ce qu'on les équipe avec les connaissances et les compétences nécessaires pour faire face de manière collective à ces défis qui sont particulièrement complexes. Et pour cela, et je m'arrête là, il faut forcément que les systèmes éducatifs eux-mêmes engagent des transitions assez profondes. D'où le côté, c'est à la fois les transitions de fond de la société et celles des systèmes éducatifs pour permettre de former, de préparer les jeunes générations et les adultes tout au long de la vie à ces défis. Et c'est ce pourquoi, effectivement, nous continuons à mener un combat, et notamment sur la question des expulsions, en prenant une de nos mesures, de nos demandes fortes, qui est la suspension la trêve républicaine, la trêve scolaire républicaine, pardon. Donc la qui consiste en quoi ? C'est-à-dire qu'on ne peut pas expulser un élève. En fait, c'est une suspension des expulsions habitatives durant l'année scolaire. Car lorsque l'on se fait expulser de son lieu de vie durant l'année scolaire, eh bien cela engendre
très souvent des déscolarisations totales, voire au bas mot pendant 6 mois. Et j'aimerais vous donner un exemple très concret pour l'illustrer. C'est ceux d'enfants qui, à Nemours, au mois d'octobre-novembre de l'année 2023, ont été expulsés de leur lieu de vie sur lequel la famille vivait depuis plus de 30 ans. Et ce qui s'est passé très concrètement, et les chiffres que j'ai à ma disposition viennent des équipes enseignantes de Nemours, de cette ville du département de Seine-et-Marne, eh bien, il y a plus de 11 enfants qui étaient scolarisés dans la commune, notamment dans l'école élémentaire, qui ont été déscolarisés, je pense à Lénie, Nolan par exemple, et qui n'ont toujours pas aujourd'hui, sur contact avec leur famille, retrouvé le chemin de l'école. Et c'est ce pourquoi nous, au vu de l'urgence, eh bien, nous portons cette demande de la suspension des expulsions habitatives durant l'année scolaire, en cela qu'elles engendrent des déscolarisations et une violation des droits fondamentaux des enfants. Des droits qui sont censés être protégés par la République. Totalement. Et donc cette mesure, pour nous, elle fait sens. C'est la mesure qui s'impose le plus rapidement possible. C'est une mesure d'urgence. Car évidemment, dans l'idéal, nous souhaiterions, et il faut qu'une politique soit faite pour que des hébergements d'urgence soient créés et pour que ces enfants puissent être logés dignement. Mais en attendant, on ne peut pas se permettre de mettre à la rue des enfants, sachant que ça engendre leur déscolarisation totale. Alors il y en a un que j'aime beaucoup, c'est le travail sur ce qu'on appelle les traces intermédiaires, le brouillon en bon français. Oui, bah c'est une collègue qui se retrouve un peu coincée quand elle analyse le produit, le résultat de ce que propose l'élève. On pourrait faire une photo et se dire, bon ben voilà ce qu'il fait, et on est parfois décontenancé face à leurs propositions. Et donc il faut bien interpréter, et la collègue dit qu'elle est dans l'impasse, elle ne comprend pas. Alors elle engage plutôt les élèves dans un écrit intermédiaire, une trace intermédiaire comme elle le dit, et là ça s'éclaire pour elle. Et ça s'éclaire aussi pour les élèves. Et c'est ça qui est intéressant d'observer. On voit où naît l'erreur, en fait. On comprend effectivement comment l'élève a cheminé le processus, pour utiliser un gros mot que les pédagogues utilisent beaucoup. Et moi, j'aime bien dire que cette collègue passe d'une logique de rendement, de production, voyez, à une logique plutôt de cheminement et de compréhension du processus. Et alors l'exemple qui est donné sur le français, mais ça marche avec les maths aussi, un autre exemple, c'est pareil. Oui, on prend le brouillon et on peut repérer où est allée se nicher l'erreur de raisonnement, ou de calcul d'ailleurs, qui a amené à un résultat incorrect. Olivier, votre festival propose en quelque sorte un tour du monde, on l'a compris, des initiatives éducatives proposées aux 4 coins de la planète. L'école de demain, dans les pays que vous côtoyez quotidiennement de par vos fonctions et votre festival, elle ressemble à quoi ? Alors, je vais commencer avec l'université de demain, parce que c'est là où on est peut-être absolument les plus légitimes, et parce que on s'est dit, on va même commencer avec les attentes des jeunes. Il y a eu plusieurs enquêtes qui ont été faites, qui sont présentées ce matin même par Ashoka, qui est un réseau d'entrepreneurs sociaux, par AnimaFac pour l'Europe et par Youth Talks à l'échelle du monde, sur qu'est-ce que les jeunes, notamment les 19-24 ans, même des plus jeunes d'ailleurs, attendent de l'éducation. Pour eux, pour le monde de demain. Bien sûr. Pour eux, pour le collectif. Et puis, du coup, qu'est-ce qu'ils aimeraient apprendre dans l'éducation ? Et là, il y a des sujets qui ont émergé, qui nous intéressent particulièrement. Et le numéro 1, c'est la paix. Donc, apprendre à résoudre les conflits, à vivre ensemble. Le sujet, c'est le sujet de l'UNESCO cette année pour l'événement, aujourd'hui, mais c'est aussi le sujet de la Journée mondiale de l'éducation, mais en fait, ça correspond exactement aux attentes des jeunes devant les enjeux environnementaux, très très haut. Puis d'autres dimensions sont beaucoup sur le vivre ensemble, sur l'empathie, sur quelque chose qui a été perdu, semble-t-il, et qui ne sont pas des sujets au cœur des systèmes éducatifs, par discipline, et c'est très intéressant parce que la plupart des sujets que les jeunes attendent correspondent à l'objectif de développement durable 4.7 qui est porté par l'UNESCO et sur l'éducation à la paix, au développement durable, au vivre ensemble, avec les dimensions culturelles. Vous, du point de vue de votre collectif, vous l'observez, cette montée des expulsions ? Oui, on le vit déjà parce que ce qui est la particularité de notre collectif, c'est qu'effectivement, au sein du collectif, on est tous des premiers concernés. On est tous des enfants et des jeunes qui avons vécu ou qui vivons encore ces situations de discrimination, de difficulté dans l'accès à l'école. Donc on a des enfants qui vivent en bidonville, en squat, des anciens et des jeunes mineurs isolés étrangers, des enfants qui viennent de Mayotte, par exemple. On a des jeunes gens du voyage aussi. Et
on l'a vécu nous-mêmes et on l'observe autour de nous. Là, au moment où je vous parle, très concrètement, dans la ville de Stein, il y a une expulsion qui est prévue sur les jardins ouvriers de Stein. Environ 13 familles sont concernées et il y a une audience d'ailleurs jeudi prochain, des familles pour lesquelles nous nous sommes battus pour obtenir l'inscription à l'école. Ça a été un combat en justice parce que malheureusement, aujourd'hui en France, il faut encore aller devant un juge pour obtenir l'inscription à l'école d'enfants qui vivent dans une situation d'extrême précarité. Et ça a été le cas d'ailleurs sur la ville de Stein. Donc nous nous sommes battus avec ces familles pour pouvoir inscrire leurs enfants à l'école. Ce sont des familles qui vivent sur ces jardins ouvriers depuis plusieurs, voire des dizaines d'années. Beaucoup d'entre eux travaillent. Ils travaillent à leur insertion sociale et professionnelle. Ils demandent des logements sociaux. Ils sont en attente. Et là, ils risquent très concrètement de se retrouver à la rue et leurs enfants privés d'école. Donc c'est la réalité, aujourd'hui elle est là. Et d'ailleurs, la ministre naguère des Solidarités, qui ne l'est plus maintenant, Aurore Berger, disait dans l'émission des 4 vérités le 19 septembre dernier qu'il y avait 80 000 enfants mal logés en France, dont la moitié, donc 40 000 enfants, étaient déscolarisés. UNICEF nous disait aussi au mois d'août 42 000 enfants en hébergement d'urgence ou à la rue qui sont aussi en train d'être déscolarisés totalement. C'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Canal 217 sur les box Orange, 247 sur les Freebox et schooltv.com pour voir et revoir toutes les émissions de la chaîne. Merci à toute l'équipe de Grand JT. Théo Boscar à la réalisation aujourd'hui. Le son, c'est Saïd Mamou. Le maquillage, Laure Audemont. Et Laura Girard et Emma Ferret à la rédaction. Très belle soirée. Ciao.